Allez, tu peux démarrer. Vas-y. Oui, donc encore une fois, merci. Et puis, bonsoir à tous. Alors, le sujet qui m'a été confié était le traitement des fractures de l'humérus proximal. En réalité, c'est un sujet extrêmement vaste. Je pense que la conférence de ce soir ne suffirait pas à balayer l'ensemble du sujet, mais on va par contre, essayer d'approcher un petit peu à la fois le diagnostic et la prise en charge de ces fractures et évidemment le raisonnement qu'il y a entre les deux pour que l'on puisse optimiser le résultat de ces patients. Alors, je suis bloqué un tout petit peu, ça doit partir là. Voilà. Donc, Philippe le disait en introduction, ce sont des fractures fréquentes. Et si l'on regarde aujourd'hui les données épidémiologiques, même si elles datent un petit peu, vous voyez, 2006, on voit que eh bien, ces fractures arrivent en tête des 10 plus fréquentes fractures rencontrées dans les cohortes enregistrées. Et si l'on regarde maintenant ces données en fonction de l'âge, on constate que, évidemment, la fracture de l'humérus, du fémur proximal reste la première fracture rencontrée, arrive juste derrière parmi les patients ostéoporotiques et les fractures du radius distal et en troisième position, les fractures de l'humérus proximal. Et l'on voit bien l'effet de l'âge sur la survenue, sur l'incidence de ces fractures qui forcément ont pour une part une cause ostéoporotique. Et après 65 ans, on voit bien l'envolée ici de ce type de fracture dans les cohortes qui ont été suivies. Alors, si l'on regarde le registre scandinave et notamment les études scandinaves, on voit bien que les prévisions ne sont pas bonnes, ou en tout cas, elles ne sont pas bonnes pour nos patients. Elles sont peut-être bonnes pour la pratique chirurgicale, mais pas bonnes pour nos patients parce qu'il y a véritablement, à l'horizon 2030, vous voyez, une prévalence de 3500 fractures pour 100 000 habitants, ce qui est beaucoup. Et donc, ça montre bien l'augmentation exponentielle de ce type de fracture. Alors évidemment, lorsqu'on fait face à ce type de fracture, l'on a un véritable challenge chirurgical puisque ce sont des fractures qui, pour certaines, sont articulaires et l'on connaît le pronostic des fractures articulaires finalement l'enjeu qu'il y a autour de ces fractures articulaires. Et je voudrais juste rappeler que l'humérus, enfin l'articulation gléno-humérale est l'articulation la plus mobile et la garantie de cette mobilité après une chirurgie dépend bien sûr de la qualité de la prise en charge chirurgicale et tout dommage sur la perte de mobilité aura un impact fonctionnel évident. Alors évidemment, trois possibilités s'offrent aux chirurgiens. Le traitement dit conservateur, le traitement par ostéosynthèse et le traitement par arthroplastie. Euh, Face à ce chirurgien, il y a trois options et il y a trois ennemis. Je reprendrai ces images que m'avait fournies Pascal Boileau. Vous voyez que effectivement, on a celle qui est le plus connue, dont on parle beaucoup, qui est en face, c'est-à-dire l'ostéonécrose avasculaire, mais qui finalement, sur une cohorte de patients qui présentent ces nécroses post-traumatiques, n'est pas souvent celle qui entraîne le plus de séquelles, parce que beaucoup d'entre elles sont bien tolérées. Mais il y a deux autres ennemis qui sont l'ostéoporose avec donc la difficulté à stabiliser la fracture du fait de la qualité osseuse et à l'opposé les pseudarthroses, mais plus vraisemblablement les calvicieux qui eux sont souvent très péjoratifs pour l'avenir fonctionnel de cette épaule. Alors, face à ces fractures, il faut avoir une approche stratégique et il y a trois étapes dans cette stratégie. D'abord, un, l'évaluation du patient. Deux, l'évaluation de la fracture. Trois, eh bien, on va dire la connaissance et l'application des principes chirurgicaux. Et ces trois étapes sont fondamentales et il est pas rare qu'on dise que l'on propose un traitement, je parle notamment pour les services universitaires, où l'on propose un traitement à un staff universitaire, mais qu'évidemment, il faut l'adapter, et je dirais toujours, au patient. Alors, ce patient, eh bien, il y a deux groupes de patients. Je dirais le patient de groupe E, c'est les patients jeunes, dont la fracture est la conséquence d'un traumatisme à haute énergie.
En général, ces patients ont un os de bonne qualité. Ils sont prêts à collaborer, c'est-à-dire à appliquer les principes de la rééducation. Mais il y a un point qui n'est pas noté ici, c'est que cette fracture peut s'intégrer dans le cadre d'un polytraumatisme pour lequel l'épaule n'est souvent pas, malheureusement, la priorité. Et puis, il y a un deuxième groupe de patients dont la croissance est évidente épidémiologiquement, qui sont les patients âgés, pour lesquels la fracture est la conséquence d'un traumatisme mineur, souvent ostéoporotique. Et je vous ai montré qu'il y avait, donc ça arrivait déjà, désormais au troisième plan des fractures les plus fréquentes chez les patients ostéoporotiques, et pour lequel, bien sûr, il y a une coordination, enfin une capacité à adhérer au programme de rééducation qui est relativement modérée, voire parfois impossible chez les patients, notamment Alzheimer. Donc, deux groupes de patients, deux qualités osseuses différentes, en sachant que l'âge n'est pas toujours euh, le meilleur indice de la qualité osseuse. Et on peut tout à fait retrouver des patients âgés dont la qualité osseuse et la qualité de vie, on va dire, n'est pas celui ou n'est pas celle de ce que vous voyez à droite, et à l'inverse, des patients jeunes également dont la qualité osseuse, et on en a quelques-uns dans notre patientèle, notamment l'exogénose chronique, le tabagisme chronique, qui montrent que ces patients n'ont pas la qualité osseuse en adéquation avec leur âge. En tout cas, il est vrai que ces patients-là doivent être pris en compte, et notamment tous les antécédents. Donc, ne sous-estimez pas la qualité osseuse de par l'âge, et l'on peut avoir des patients qui ont un âge avancé, mais évidemment une qualité osseuse qui est probablement bien meilleure que leur âge. Alors, ça, c'est le premier point, c'est le patient, l'évaluation de ses comorbidités, l'évaluation des antécédents, l'évaluation de la capacité à adhérer au programme de rééducation. Et puis, il y a la fracture. Alors, on revient sur les classifications qui sont toujours un tout petit peu complexes, mais c'est vrai que NIR a eu la chance d'avoir comme prédécesseur Codman, qui a décrit des fractures de manière assez simple, c'est-à-dire en fonction du nombre de fragments, les fragments correspondant principalement aux insertions des tendons de la coiffe des rotateurs. Et on voit tout à fait cette classification qui est la classification de Codman à droite, qui est antérieure à la classification de NIR et qui décrit bien un fragment qui correspond à la tête humérale, tête cartilagineuse, puis deux fragments que l'on voit qui se séparent assez bien, qui sont le tubercule mineur porteur du sous-scapulaire, le tubercule majeur porteur du supraépineux, mais surtout de la coiffe postérieure, l'infraépineux et le petit rond, et enfin le fragment diaphysaire. Alors, le trait de fracture entre ces fragments a été peut-être mal dessiné au départ, car il est classique de dire que le trait de fracture passe dans la gouttière du biceps, mais pour ceux qui font beaucoup de traumatologie, ils constateront qu'il est rare que le trait de fracture passe dans la gouttière du biceps. Le plus souvent, le trait de fracture est en latéral de la gouttière du biceps, donc embarque en quelque sorte avec le tubercule mineur la gouttière du biceps. Donc, toutes ces configurations ont été déjà décrites par Codman. Elles ont été reprises un peu plus tard par NIR et plus récemment encore par Ralph Hertel, chirurgien suisse, mais qui voyait, même s'il décrit des configurations, c'est-à-dire des associations de fragments et de configurations variables, redécrit encore une fois, avec une image beaucoup plus ludique, ce principe de ces différents fragments en Lego ici, que tout le monde a manipulé quand il était plus jeune. Et il décrit donc cette configuration-là d'association de fragments. Alors là, vous voyez qu'ici, par définition, la configuration 1, c'est une fracture du col chirurgical par définition, puisque vous avez la tête en rouge qui est toujours en continuité avec les deux tubérosités. C'est donc une fracture du col chirurgical. Et puis, bien sûr, dans cette description de la classification Lego, l'idée est d'augmenter, bien sûr, par ces configurations, enfin de prédire le risque d'ostéonécrose avasculaire. Si l'on revient sur la classification de NIR, eh bien, NIR a décrit un déplacement fracturaire significatif pour que le fragment soit considéré comme une part. Et il y a une petite ambiguïté dans le langage anglais, enfin américain et le langage français, puisque nous, on parle de différents fragments, mais NIR a décrit des parts, ce qui pourraient être des fragments, mais en fait, une part, c'est un fragment déplacé.
Ce qui fait que, par exemple, dans cette fracture ici, où l'on voit les différents traits de fracture 1, 2, 3, 4, mais strictement non déplacés, eh bien, c'est une fracture impare, puisque, en fait, il y a une cohésion des différents fragments et le déplacement, selon les critères de NIR, est inférieur à 1 cm entre deux fragments et une bascule de moins de 45 degrés. Alors, ce sont les critères de NIR. Une fracture est déplacée pour 1 cm ou 45 degrés, ce qui peut vraiment, à mon avis, être véritablement discuté parce qu'aujourd'hui, une bascule de 45 degrés chez un patient de 30 ans n'a pas la même signification que chez une patiente de 90 ans grabataire. Et donc, il est évident que l'une est acceptable, l'autre le sera probablement moins, mais en tout cas, initialement, NIR l'avait décrit comme tel. Et le schéma de NIR, bien qu'il soit un peu faux, encore une fois, il fait passer le trait de fracture ici au niveau de la gouttière du biceps, alors que très souvent, c'est un trait de fracture qui est au niveau du tubercule majeur, décrit bien les insertions osseuses, les insertions tendineuses et décrit de fait les risques de déplacement secondaire. Donc, un tubercule mineur, lorsqu'il se déplace, il va se médialiser, puisqu'il est tracté par le sous-scapulaire. Un tubercule majeur va a priori s'ascensionner et se postérioriser, c'est-à-dire se médialiser, puisqu'il est tiré en rotation externe par la coiffe postérieure. Et enfin, la diaphyse humérale va se médialiser puisqu'elle est tractée par le grand pectoral, mais également par tous les rotateurs internes dans lesquels on a le petit rond, le grand rond et le grand dorsal. Bien, et donc ça, c'est les risques de déplacement secondaire que l'on retrouve également sur ce schéma avec la potentialité qu'ont les différents fragments de se déplacer. Alors, dans les premières données épidémiologiques, NIR avait rapporté que 85%, selon ces critères, des fractures étaient non déplacées par rapport aux autres. Alors, ces fractures non déplacées, qui sont des fractures impares, vous voyez ici un exemple de fracture impare, eh bien, par définition, une fracture non déplacée accepte tout à fait un traitement orthopédique dit fonctionnel. Alors, on considère qu'il est fonctionnel parce qu'une fracture de l'humérus proximal va très rapidement se consolider. On va dire qu'il y a un cal fibreux qui est assez mécaniquement valable à partir de la 3e semaine. Donc, on peut considérer que c'est un traitement fonctionnel puisque dès 15 jours, 3 semaines, on va pouvoir initier un travail rééducatif. Quoi qu'il en soit, l'immobilisation sera temporaire et une fracture non déplacée, impare, se traite, on va dire, orthopédiquement, en sachant que ce type d'immobilisation qui est très classique, parce que c'est celle qui est la plus simple à mettre en place, la plus sociable, est à risque, malgré tout, d'induire un calvicieux en rotation interne de la diaphyse. Et donc, il est classique de suggérer de mettre une attelle de rotation neutre qui va neutraliser notamment l'effet de rotation interne diaphysaire induit par le grand dorsal, le grand pectoral et le grand rond. Donc, c'est une fracture impare, non déplacée, pour laquelle le traitement orthopédique est à recommander. Alors, il ne faut pas non plus sous-estimer les fractures déplacées. Vous en avez des exemples ici parce que si on les laisse consolider, on sait que malgré tout, les résultats des traitements conservateurs et voire même des hémiarthroplasties, c'est-à-dire des traitements arthroplastiques secondaires, ne donnent pas les meilleurs résultats. Alors, si le nombre de parts est un indice par sa complexité du risque de nécrose secondaire, il y a également d'autres critères qui ont été décrits, on va y revenir dessus, qui est l'interruption ici au niveau du calcaire de la lame porte-vaisseau, qui est une zone capsulaire qui va venir apporter la vascularisation à la tête humérale. Donc les critères de nécrose sont à la fois liés au nombre de fragments, mais également à la longueur du calcaire en médial. Et Hertel avait décrit ce cut-off, là, cette limite à 8 mm, au-delà duquel, eh bien, si le calcaire fait moins de 8 mm, le risque de nécrose augmente. D'où sa classification qui avait été un petit peu décrite à partir de ces critères-là, la classification de type LEGO. Alors, quelles sont les prévalences des nécroses de la tête humérale après les fractures? On les connaît un petit peu, elles n'ont jamais été rediscutées parce que les dernières publications, c'était celle de Christian Gerber, vous voyez, dans les années 2000, où une fracture 3 parts a un risque de nécrose entre 12 et 25%. Les fractures, on va dire 4 parts, donc 4
fragments séparés, mais avec une impaction en valgus de la tête humérale, sont aux alentours de 25%, ce qui n'est pas énorme, malgré le nombre de fragments. Le fait qu'il y ait un impact en valgus de la tête humérale semble être, on va dire, plutôt favorable vis-à-vis du risque de nécrose. Et enfin, bien sûr, lorsqu'on a les quatre parts complètement déplacées, avec perte de la charnière médiale au niveau du calcaire, on obtient jusqu'à 60% du risque de nécrose. Alors aujourd'hui, l'évaluation du risque de nécrose et des déplacements fracturaires repose sur une évaluation non pas radiographique, mais scanographique. Et on voit ici que ce scanner permet parfaitement de distinguer le nombre de fragments, mais leur déplacement, donc de véritables parts fracturaires en soi, avec ici donc le tubercule majeur, ici le tubercule mineur, et éventuellement la bascule de la tête humérale. Alors ici, autre exemple d'une fracture luxation qui a été réduite, on va dire, la tête étant restée en place. On voit bien donc cette séparation sur le scanner et c'est une fracture chanceuse puisque par manœuvre externe simple, le praticien a réussi à réduire la tête humérale et les différents fragments se sont réduits, en dehors du fait que vous voyez, c'est une belle image scanner qui montre qu'il y a un petit calvitieux parce que le patient était en rotation interne entre la gouttière du biceps et la partie haute et sa partie basse, qui montre bien que pour corriger ce calvitieux potentiel, une attelle en rotation neutre serait la plus adaptée. Alors, si on bascule maintenant sur la prise en charge chirurgicale de ces patients, eh bien, il faut raisonner un peu différemment. Et la plupart du matériel d'ostéosynthèse qui avait été initialement proposé dans les ostéosynthèses était basé sur l'idée des fractures du col du fémur, avec des forces qui s'exercent sur le corps du fémur qui sont grosso modo verticales par la mise en charge, alors que pour les fractures de l'humérus proximal, la mise en charge n'existe pas jusqu'à la preuve du contraire, mais les forces ne sont appliquées sur les fragments fracturaires, encore une fois, ne sont pas verticaux, mais horizontaux, liés notamment aux insertions des tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, il faut raisonner différemment. Quelques principes chirurgicaux, et notamment celui, encore une fois, développé par Alf Hertel, qui montre que dans les fractures impactées en valgus, c'est ici un exemple typique sur ce schéma, eh bien, le fait de corriger la bascule en valgus, de mettre en soutien, comme le coquetier de l'œuf, les tubérosités, va permettre non seulement d'assumer la continuité de la vascularisation par ici le maintien de la charnière médiale, mais au-delà de ça, de soutenir la tête de l'humérus. En quelque sorte, ce type de fracture n'a pas besoin d'avoir une synthèse directe de la tête humérale, mais d'avoir une fixation stable entre les tubérosités et la diaphyse. Et à ce moment-là, vous soutenez indirectement la tête humérale. Quelles sont les options du traitement chirurgical? Je dirais qu'elles sont multiples et variées et on va balayer depuis ce qu'il y a de plus simple, les ostéosutures, jusqu'à ce qui paraissait être à l'époque le plus complexe, c'est-à-dire les arthroplasties et en particulier les hémiarthroplasties que je mettrai au premier lieu de la complexité du traitement chirurgical de ces fractures complexes. Alors, un petit exemple que je vous soumets, voilà une fracture impactée en valgus d'un patient jeune de 51 ans. Donc, si on applique les principes, on voit bien ici la tête humérale qui est basculée en valgus, qui est largement basculée, puisque on va dire qu'elle est quasiment à 90 degrés de bascule, enfin 80 degrés de bascule. Mais on a deux tubérosités qui se sont donc ouvertes. Et donc, si on réduit cette tête humérale, ici on avait mis des broches de soutien, on avait surtout appliqué le principe des ostéosutures, que pour ça que vous ne les voyez pas, des tubérosités entre elles et avec la diaphyse, eh bien on a pu obtenir une consolidation avec un calvitieux extrêmement minime, on va dire quasiment une restitution ad integrum. Alors ici, on avait apporté un soutien également et un comblement parce que dans toutes ces fractures impactées en valgus, le spongieux s'impacte et vous vous retrouvez très souvent avec un vide en fait métaphysaire qu'il tient lieu de combler pour assumer une certaine stabilité mécanique. Tous, vous avez au bloc opératoire des plaques et des plaques en particulier épiphysaires de l'humérus proximal que l'on n'a pas beaucoup de possibilités de placer en dehors de la face latérale de l'humérus.
Donc, ces plaques, bien sûr, elles sont plus ou moins anatomiques. Ici, c'est une plaque Phylos, mais finalement, toutes les sociétés en ont proposé. Et ces plaques, elles peuvent poser le problème d'une stabilité diaphysaire parfaite, mais d'une stabilité épiphysaire en particulier au niveau des tubérosités qui est réduite. En effet, si elles ont la capacité de fixer avec des vis les tubercules majeurs, les forces appliquées sur le tubercule majeur sont des forces de traction postérieure, et ces vis-là arrivent quasiment dans l'axe non pas de la fracture, non pas perpendiculaire à la fracture, mais dans l'axe de la diaphyse. Et donc, en quelque sorte, elle fixe et elle neutralise assez mal les forces de traction postérieure. Donc, je dirais que même si vous avez une fracture qui paraît être bien réduite et stabilisée, quel que soit le nombre de fragments avec ce type d'ostéosynthèse par plaque, n'oubliez pas qu'il faut, à mon sens, rajouter des ostéosutures qui vont, puisqu'il y a souvent des systèmes de perforation de la plaque, qui vont en plus neutraliser les forces horizontales de traction sur les tubérosités. Donc, ça fixe, ce type d'ostéosynthèse fixe bien la fracture sur la diaphyse, mais pose le problème des risques de déplacement secondaire. Deuxième inconvénient de ce type de fixation, c'est les risques d'ostéonécrose secondaire qui peuvent malheureusement survenir, et vous vous retrouvez très souvent par effondrement de la tête avec des vis qui sont à risque de perforer, enfin en tout cas de rentrer en conflit avec la glaine de l'omoplate, créer bien sûr des douleurs secondaires, mais aussi une détérioration de la glaine qui, en vue d'une arthroplastie, posera problème. Alors, différentes plaques ont été proposées. Ici, vous avez un exemple de plaque qui est un peu ancienne. Vous voyez que les vis ne sont pas verrouillées. Elles ont pour une part reculé, mais vous voyez que ce patient a obtenu, malgré une fracture assez simple en fait, a obtenu une certaine consolidation. Le problème, c'est la nécrose qui survient à distance, et on pouvait peut-être la prédire, on va dire possiblement par la dévascularisation liée à l'ostéosynthèse, mais je dirais aussi par le fait que vous voyez, comme l'avait décrit Hertel, le calcaire ici est long, ce qui veut dire qu'il est court, que le court sur la tête humérale, et que donc la lame porte-vaisseau a été endommagée lors de la fracture. Les alternatives aux plaques, ce sont ces clous d'ostéosynthèse qui sont au départ inspirés des clous centromédulaires pour ostéosynthèse de la diaphyse des os longs et du membre inférieur, qui donc ont été adaptés secondairement, avec l'inconvénient pour certains, à mon avis, de créer par leur point d'entrée des lésions sur les tendons de la coiffe des rotateurs. Donc, ces clous doivent préserver l'insertion des tendons de la coiffe des rotateurs. Et comment les préserver, si ce n'est d'entrer le clou, non pas par le tubercule majeur comme ça a été proposé, et notamment que ça a été poussé par certains concepteurs qui proposent un clou courbe, et ce clou courbe, par son aspect courbe, permet d'être introduit par le tubercule majeur, d'éviter le conflit avec l'acromion lors de l'introduction. Eh bien, il faut préférer, à mon avis, même si c'est un peu plus complexe à mettre en place, des clous droits qui sont introduits plus en avant de l'acromion et dont le point d'introduction n'est pas le tubercule majeur, mais bien le cartilage. Et c'est ainsi que l'on évite l'insertion lentesse du supraépineux, puisqu'en passant à peu près à ce niveau-là, vous allez entrer le clou, notamment lorsque c'est réalisé en percutané, non pas dans l'anthèse, mais dans la partie, on va dire, quasiment charnue, à la jonction myotendineuse, voire musculaire, du supraépineux, et éviter tout dommage à ce niveau-là. Alors, les hémiarthroplasties sont une option que l'on peut également envisager. On fera une synthèse des indications à la fin de cette présentation, en sachant que, à ma connaissance, c'est l'arthroplastie la plus complexe à réaliser. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est comme si vous réalisiez une ostéosynthèse des tubérosités autour d'un implant. Et donc, il faut à la fois régler cet implant dans le plan frontal, dans le plan de sa rotation, mais aussi régler et fixer solidement les tubérosités autour. C'est comme si vous changiez la carrosserie de la voiture, mais il faut absolument que le moteur soit performant. Et donc, ces tubérosités doivent absolument être fixées de manière solide. Et l'objectif, c'est d'en obtenir la consolidation en position anatomique en évitant toute migration secondaire. Car sinon, vous auriez un implant et une hémiarthroplastie bien en place, mais sans moteur, donc avec un résultat proche de celui-ci.
Et c'est un petit peu ce que l'on a observé, c'est-à-dire que les implants au départ, qui étaient des implants assez encombrants en zone métaphysaire, puis ils ont évolué vers des implants moins encombrants et favorisant donc la fixation des tubérosités autour. Ce que l'on a constaté au départ, c'était ces migrations secondaires de tubérosité avec des résultats catastrophiques. En fait, une hémiarthroplastie peut très bien marcher lorsque vous fixez bien les tubérosités, mais lorsque vous avez un échec des tubérosités, vous avez un résultat qui est véritablement extrêmement bas avec souvent des patients qui en pâtissent d'un point de vue fonctionnel. La dernière option que l'on a, c'est bien sûr les prothèses totales d'épaule inversées qui sont arrivées plus tardivement, on va dire, après les années 90, puisqu'elles étaient au départ dédiées aux ruptures massives de coiffe et puis elles ont été proposées dans les cas de fractures complexes, en sachant que ces prothèses totales d'épaule inversées sont en général peuvent être exposés au risque de complications, que ce soit les infections, que ce soit le notching, bien qu'on l'ait bien réglé maintenant par la qualité de nos poses, mais également l'instabilité qui est un peu plus présente en cas de fracture, puisque là encore, le réglage des tensions des parties molles et en particulier de la hauteur prothétique est un petit peu plus complexe puisqu'on a on a un défaut de repère, les tubérosités étant souvent fracturées lorsqu'on met en place, enfin, sont fracturées dans le cadre des prothèses totales épaule inversées fractures. On avait parmi 900 quasiment fractures évalué les résultats des différentes options et notamment de ces prothèses inversées avec, vous voyez, 12% de complications dans le symposium de la sauve-côte auquel le service avait participé. L'instabilité étant la première des complications, l'infection paradoxalement la moins fréquente. Par contre, on avait des problèmes de décèlement huméraux. Alors, il faut voir que c'était des implants hein, qui étaient pas des implants monoblocs avec des risques de, comme vous le voyez, de désadaptation de la métaphyse à la diaphyse, qui est moins le cas maintenant, et puis des pertes, bien sûr, des décèlements également glénoïdiens. Alors, les pronostics, à l'époque, c'était bien sûr, les bons pronostics, c'était la préservation des tubérosités et la qualité des implants qui avaient évolué dans le temps, et notamment des implants spécifiques décrits pour les fractures qui permettent de mieux fixer les tubérosités. Euh, dans ces fractures 4 parts, vous voyez ici c'est le résultat du symposium. Juste quelques mots, on ne va pas refaire tout le symposium. C'était en 2013, enfin le symposium était en 2014. Et vous voyez qu'il y avait déjà une tendance très importante d'évolution en France des prises en charge des fractures 4 fragments vers des prothèses totales d'épaule inversées avec une augmentation de l'utilisation du clou et une diminution progressive de l'utilisation des plaques, l'hémiarthroplastie, vous voyez, qui perd petit à petit de terrain, probablement par les résultats que l'on a pu en conclure. En effet, si on regarde les différents types de traitements, vous voyez que si l'on prend un traitement conservateur, non pas un traitement conservateur d'abandon, mais un traitement conservateur de choix, cela veut dire que la fracture est peu déplacée. Et vous voyez que les résultats cliniques sont en général assez intéressants, avec très peu de cas de révision. Par contre, lorsqu'on utilise des traitements qui sont des traitements par ostéosynthèse, l'hémiarthroplastie donne celle qui montre des résultats qui sont assez décevants. Vous voyez, avec des patients qui passent à peine l'horizontale dans cette cohorte par rapport aux autres types de traitements et notamment les ostéosynthèses. Alors, il y avait quand même des éléments de bas pronostic qui étaient, et cela revient de manière récurrente, quel que soit le type d'ostéosynthèse, c'est la mauvaise, et en particulier des clous, la mauvaise consolidation du tubérosité, qui était à l'évidence un élément de mauvais pronostic et on pouvait s'en douter puisque de toute manière c'est l'insertion de la coiffe postérieure qui est fondamentale dans la récupération de la fonction une fois la consolidation acquise. Les plaques entraînaient un peu plus de nécrose et également de migration de tubérosité. Et la particularité des plaques, c'était la nécessité pour certaines de venir retirer le matériel d'ostosynthèse. Euh, si l'on devait aujourd'hui synthétiser les indications opératoires, et j'arriverai donc ainsi à la conclusion de cette présentation,
vous voyez que devant une fracture de l'humérus proximal, ou bien la fracture est non déplacée, je crois que l'on peut abaisser le critère de déplacement de Neer, parce qu'initialement, c'était un critère de 45 degrés, de 1 cm. Donc, on pourrait peut-être faire un compromis de 20 degrés de 5 mm. À ce moment-là, le traitement conservateur a toute sa place. C'est celui qui donnera le meilleur résultat. Et peut-être faut-il pousser les patients vers une attelle de rotation neutre au moins sur les 3 premières semaines pour éviter ce calvitie rotatoire que l'on a pu constater dans certains cas. Si la fracture est déplacée, à ce moment-là, le raisonnement, il est assez simple. Soit c'est une fracture de part. De part, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est soit un déplacement du tubercule majeur isolé, soit une fracture du col chirurgical, et quoi qu'il en soit, ou une fracture du tubercule mineur, ce qui est plus rare, mais que l'on peut voir parfois chez les patients qui ont eu notamment des crises convulsives. Mais quoi qu'il en soit, eh bien, le traitement est assez simple. C'est une ostéosynthèse. L'ostéosynthèse, elle peut se faire de la manière dont vous le souhaitez, mais certains vont utiliser un clou, d'autres vont utiliser une plaque. Parfois, si c'est une fracture du tubercule majeur, bien, on va utiliser un vissage simple. Et si les patients sont très jeunes, parle notamment des fractures du col chirurgical des patients jeunes, on peut très bien utiliser à ce moment-là des broches. C'est des montages que l'on a utilisés pendant longtemps dans le service et qui ont toute leur place. Alors, c'est un peu dérivé des embrochages de pédiatrie, mais quoi qu'il en soit, souvent, c'est une ostéosynthèse qui marche convenablement. Si la fracture est 3 ou 4 fragments, et encore plus, bien sûr, si elle est luxée, eh bien, c'est là que se pose la question de type de prise en charge, avec des patients. S'ils sont jeunes, on va dire que moins de 60 ans, c'est particulièrement jeune, mais c'est à modérer et à moduler, je dirais, en fonction de l'état physiologique du patient. Eh bien, on aura tendance à pousser vers des ostéosynthèses qui se sont d'ailleurs adaptées avec le temps, des vis verrouillées, des clous avec des positions de vis beaucoup plus adaptées aux fractures de l'humérus proximal et qui vont venir fixer les tubérosités, ou à l'extrême, en cas de fracture luxation, des hémiarthroplasties. Par contre, il est vrai qu'au-delà de 70 ans, et ce d'autant que les patients ont des fractures complexes, des fractures luxation, des fractures qui ont un mauvais pronostic en termes d'ostéonécrose, ou évidemment, s'il y a particulièrement des comorbidités chez le patient, on va s'orienter vers des prothèses totales d'épaule inversées. Donc, vous avez ici le panel des possibilités de prise en charge chirurgicale, depuis quelque chose de très simple, qui est le traitement orthopédique, qui a parfaitement sa place dans les fractures de l'humérus proximal, jusqu'aux prothèses totales d'épaule inversées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et on va faire un petit complément, je crois, de présentation avec le docteur Lévon Doussunian, le professeur Lévon Doussunian, que je vois en visio et qui, a priori, est connecté. Bonsoir, Lévon, on vous laisse une petite place. Alors, tu arrêtes ton partage d'écran. Voilà, c'est bon. Alors, Lévon, maintenant, Lévon Doursounian a un message personnel à nous faire passer concernant le risque de nécrose. On te donne la parole, mais je sais qu'il a des difficultés de connexion. Il est avec son iPhone, c'est ça? Il faut que tu mettes le son. On te voit parler, mais on ne t'entend pas. Euh, je... Voilà, il faut que tu réactives le son. C'est bon là? Vous Oui, ça m'entendez? y est, on t'entend. Bon, alors maintenant, il faut que j'ouvre ma présentation. Alors, quand j'ouvre ma présentation, vous la verrez, vous? Oui, mais il faut que tu partages l'écran. En Alors, bas, voilà. tu as un bandeau avec le mot partager l'écran. Tu cliques Alors, dessus et tu choisis ta présentation. où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'il est, ce En bandeau? bas, tu as un bandeau En en bas, haut ouais. ou en Alors, bas. attends. Tu as un carré Partage vert. l'écran. Voilà. C'est bon là? J'enlève les lunettes pour mieux y voir. Oui, parce que je viens d'être opéré de cataracte. Mes Ah, lunettes voilà, ne sont d'accord. pas adaptées. Alors, attends. Là, tu vois quelque chose là? Là, je vois toi. Et tu vois pas ma présentation? Non, Allez, il faut je que la tu mets. mettes partager l'écran. Voyez, là, c'est mieux. Oui, on y est. Et là, On tu y est fais là? comme d'habitude, tu mets sur la première diapo et tu lances. C'est bon là? Je peux lancer ou je Oui, mets Parfait. oui, sur grand parfait. écran? Tu Comme cliques ça? là. C'est Voilà, mieux et on là? t'écoute. Alors, donc, classification, voilà. Allez, je commence. Je commence. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques années, il y a 4 ans, j'ai revu les bilboquets à long terme. Je revois les bilboquets à long terme. Pour les synthèses des 3 fragments, il n'y avait pas de problème. Pour les 3 fragments, il n'y avait pas de problème. Mais sur les 4 fragments, la revue au-delà de 5 ans, j'ai eu des surprises. D'une part, évidemment, il y a des nécroses à long terme qui apparaissaient, comme vous voyez à droite là.
mais surtout, il y avait sur les mêmes fractures, sur la même tranche d'âge, énormément de fractures qui nécrosaient pas. On va dire, si on compte les petites nécroses et les grosses nécroses, on va dire que 50-50, sur des mêmes âges, 4 fragments de NIR, la moitié nécrosait pas, l'autre moitié à long terme présentait plus ou moins de nécrose. Donc je me suis dit, là, je vais essayer de comprendre pourquoi certaines nécroses ou pas. Donc je refais premièrement de la bibliographie, et sur la bibliographie, je vois que d'abord Jacob en 91, avec sa fracture impactée en valgus, avait souligné le fait que quand la charnière est bonne, eh ben, les nécroses sont plus rares. Même NIR avait reconnu cette forme particulière. Surtout, Hertel, en 2004, il a publié sur une série de 100 patients les critères d'ischémie. Et il avait dit que, évidemment, d'une part, quand la charnière est maintenue, c'est un bon pronostic, mais surtout, quand il y a un long éperon cervical, ce que des gens avaient déjà dit, mais lui, il l'a mesuré à 0,8, c'était de bons pronostics aussi. Long éperon cervical. En même temps, Rousseau, quelques années après, a fait une classification assez compliquée dans laquelle il insiste beaucoup sur le fait que, effectivement, quand la partie interne métaphysaire est maintenue, c'est de bons pronostics. Donc, il y avait cet élément que plusieurs auteurs confirmaient. Ensuite, j'ai fait une recherche sur toute la bibliographie de vascularisation de la tête. Et c'est là que j'ai vu que, bon, on connaît tous l'importance de la circonflexe antérieure avec sa branche ascendante. Une bonne partie de la vascularisation de la tête passe par là. Et ce qui explique que quand les fractures, quand le trochin est intact, le pronostic est bon. Par contre, ce qui n'avait pas été souligné autrefois et sur lequel les auteurs récents insistent, c'est qu'il y a des branches de la circonflexe postérieure qui vont à la partie postéro-interne de la métaphyse et qui expliquent que certaines fractures avec long éperon ne nécrosent pas parce que c'est une source de vascularisation assez importante. Là, vous avez une injection où vous voyez bien en face postérieure cette branche de la circonflexe postérieure qui vascularise la partie postéro-interne. Donc, fort de ça, je pense qu'il faut, quand on analyse en termes de pronostic une fracture complexe, il faut plus se contenter des 4 fragments de NIR. En plus des 4 fragments de NIR, il faut aussi individualiser cette partie postéro-interne qui, de face, apparaît comme un éperon, mais en vue postérieure, vous voyez toute la zone que ça implique. On voit bien les trous qui correspondent à des apports vasculaires. Et cette partie postéro-interne est très importante pour le pronostic. Bon, alors, fort de ça, je me suis dit, puisque moi, j'avais opéré tous mes patients de manière prospective, j'avais les scanners 3D préopératoires. Et donc, j'ai ressorti tous les scanners préopératoires, d'une part de celles qui avaient nécrosé et d'autre part de celles qui n'avaient pas nécrosé au-delà de 5 ans, pour être sûr que je n'ai pas de biais. Donc, je me suis dit, je vais mesurer la partie postérieure que j'appelle postéro-interne, voilà ce PPI-là, je vais mesurer ça, on est en vue toujours postérieure, et simplement mesurer cette partie dans l'absolu, ça n'a pas de sens, parce que ça dépend aussi de la taille de la tête. Donc, je me suis dit, je vais faire un rapport entre la surface de cette partie et la surface de la tête. Et pour pas que ce soit une usine à gaz, j'ai fait des mesures approximatives. La tête, je l'assimile à un cercle qui est facile à mesurer, puisqu'une fois qu'on a le diamètre, on a la surface de ce cercle. Et la partie postéro-interne, je l'assimile soit à un rectangle, soit à un triangle. Donc, avec ces deux approximations, j'ai un rapport qui est le rapport entre la surface de la partie postéro-interne et la surface approximative de la tête. Ce rapport permet de faire la mesure sur n'importe quel support, sur cet ordinateur, sur une photo, puisque c'est un rapport. L'important, c'est donc cette approximation, surface de la tête,
et surface de la PPI. Je fais donc des mesures. Là, vous avez un exemple. Voilà une vue postérieure d'une épaule droite. Le diamètre de la tête me donne le rayon et la surface. Et la surface, la partie postéro-interne, je l'ai assimilée à un rectangle. Et voilà l'image post-op de cette fracture synthésée. Et ça, c'est l'image à 5 ans. À l'image à 5 ans. Et donc, oh, attendez. Je suis gêné par le truc latéral. Que si je reviens, vous y voyez, vous, derrière les écrans? Non. Ici, on voit ce chiffre? Non. Très bien, on le voit. On voit. Bon, donc en fait, là, il y a une surface de 0,16 à 5 ans de recul. Elle n'a pas nécrosé. Par contre, regardez cet autre cas où la partie postéro-interne est réduite à un petit triangle, toujours mesure de la tête et le petit triangle, et à 18 mois, il y a une nécrose qui est apparue. Donc là, sur l'importance de la surface. Mais bon, ça, c'est 2 cas. J'ai fait une étude sur 25 cas, qui a d'ailleurs été publiée, et vous avez ici, sur les 12 premiers cas, pas de nécrose, aucune nécrose jusqu'à ce que la surface arrive à 0,07. Le rapport est à 0,07, mais de l'autre côté, quand ça descend au-dessous, pratiquement tout ont nécrosé, sauf un cas. Donc, il y a eu une étude statistique, bien entendu. Là, moi, je vous montre les trucs. En gros, donc, 0,16 à 0,7, pas de nécrose. Au-dessous de 0,07, toute pratiquement nécrose. Donc, il y a vraiment un rapport très net entre la taille de cette zone et la survenue des nécroses. Voilà encore un cas, mais je vous montre ce cas pour vous dire que ce n'est pas toujours facile de mesurer. Vous voyez là, on a parfois sur le 3D, sur le scan 3D des aspects comme ça. Il faut faire une soustraction de la tête pour exposer la partie postéro-interne. Et parfois, on n'est pas très sûr, donc on se sert même des coupes scanner. Et là, on voit bien sur cette coupe scanner qu'il y a un col assez long. Bref, on arrive, mais parfois, ça prend un petit peu de temps à bien se décider sur le rectangle. Et voilà un cas qui est également au recul de 7 ans. Il y a des remaniements parfois, mais la sphéricité de la tête est absolue et donc pas de nécrose à 7 ans avec une surface de 0,12. Donc, le seuil critique avec les statisticiens, il était au-dessous de 0,6, il est autour de 0,06, mais moi, c'est une petite série, les mesures ne sont pas très précises, je préfère par sécurité donner le seuil à 0,08. Avec un seuil de 0,08, je prends une marge et je suis sûr à ce moment-là qu'au-delà de ce seuil, pratiquement, il ne devrait pas y avoir de nécrose. Et donc ça a été publié récemment dans l'European Journal of Surgery et Traumatology. Bon, donc, fort de cet élément, de l'importance de cette partie postéro-interne, je fais une classification de la tête avec un élément de plus que la classification de Koch-Magnir, c'est-à-dire il y a la partie céphalique, la partie grosse tubérosité, la partie trochin, et il y a cette partie postéro-interne très importante. Voilà l'aspect en face postérieure et l'aspect en face antérieure. Donc, sur les fractures complexes, il faut chercher ce 5e élément, si j'ose dire, ou ce 4e partie de la tête. Donc, j'aboutis à une classification assez simple. On commence par le type 0. On s'intéresse à qu'est-ce qui est attaché à la tête. Dans le type 0, rien n'est attaché à la tête. Donc, vous avez une fracture complexe avec une tête isolée, ou vous avez l'exceptionnelle fracture du col anatomique, où la tête n'a aussi aucune attache. Donc ça, c'est le stade 0, aucune attache osseuse sur la tête, et c'est la nécrose avasculaire assurée. Le type 1, dans le type 1, il n'y a qu'une partie solidaire de la tête. Cette partie, ça peut être soit la PPI, soit le trochin. Quand c'est la PPI, vous retrouvez de face, en vue antérieure et en vue postérieure, la PPI qui est reliée solidaire de la tête, mais bien entendu, il faut aussi qu'elle soit assez large, comme on vient de le voir. Il faut que le rapport de la surface de la PPI et celle de la tête soit de 0,08 ou au-dessus.
Ça, c'est le type 1 PPI. Et il y a le type 1 Trochin. Là, c'est le Trochin qui est solidaire de la tête simplement. Mais alors là, comme la vascularisation antérieure est maintenue, c'est une forme qui est moins exposée à la nécrose. Donc ça, c'est le type 1. Maintenant, le type 2. Dans le type 2, il y a deux parties solidaires de la tête. Et quel que soit le cas de figure, là, les risques de nécrose sont plus faibles. Et là, je vous ai montré l'exemple Trochin et PPI solidaire de la tête, qui est d'ailleurs la classique fracture à 3 fragments de Neer, mais ça peut être aussi grosse tubérosité et PPI, et c'est le Trochin qui est séparé, mais ça reste 3 fragments de bon pronostic. Ça, c'est quand il y a deux éléments solidaires de la tête. Et dernière forme, type 3, vous avez 3 parties solidaires de la tête, c'est-à-dire la grosse tubérosité, le Trochin et la PPI. C'est la classique fracture que tout le monde connaît du col chirurgical. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas de risque de nécrose. Voilà, donc une classification simple, 0 attache, un fragment attaché, 2 fragments attachés, 3 fragments attachés. Et avec ça, vous expliquez, vous avez un bon élément de pronostic. Donc, j'abrège pour faire simple. Donc, importance dans les fractures complexes de la partie postéro-interne de métaphysaire qui est reliée à la tête. Et deuxièmement, classification pronostique de 0 à 3 avec le risque de nécrose décroissant de 0 à 3. Voilà, pour faire simple. Tu arrêtes ton partage d'écran, tu peux le faire. Ouais, alors comment on arrête? On fait escape. Comme tu as mis l'écran, tu peux arrêter le partage. Alors, Toujours sur le petit carré en bas. ici, je ne l'ai pas. Attends. Normalement, je dois pouvoir le faire, mais ça ne marche pas quand je le fais moi. Alors, vous êtes en train de partager. Arrêtez le partage. Voilà. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, c'est Pierre Mansad qui va prendre la parole et qui va diriger ce débat. Et merci à tous les deux pour ces Bonjour discussions. Pierre. Pierre, Bonjour, Lévon. j'ai hélas 10 minutes, c'est tout, ou un peu moins que 10 minutes. Je m'excuse, là, c'est parce que Philippe nous a planté un peu dans les dates et j'ai quand même tenu à le faire, mais j'ai que 10 minutes. Voilà. Oui, donc merci Lévon, merci Nicolas. Je commencerai par le problème des classifications, puisque c'est un petit peu le départ de l'analyse des fractures de l'humérus proximal. Donc, Nicolas a présenté plusieurs classifications. Tu nous as, Lévon, présenté cette classification qui est très intéressante parce qu'elle a une valeur pronostique et qu'elle se rapproche en effet des travaux sur la vascularisation de la tête humérale qui avaient été abordés et mis à jour par Hertel. Mais un des problèmes que l'on rencontre dans ces bilans, finalement, c'est la reproductibilité de ces bilans préopératoires et la reproductibilité même inter-observateur ou intra-observateur, c'est-à-dire qu'on ne voyait pas la même chose. Donc, quels sont pour vous finalement les éléments qui optimisent cette reproductibilité, quoi? Moi, je trouve que le scanner 3D, ça aide bien, mais c'est vrai qu'il faut être sur l'écran, faire tourner sur l'écran du radiologue l'image. Et à ce moment-là, quand on prend son temps, qu'on prend 5 minutes pour au scanner 3D faire tourner l'image, on a une bonne idée des dégâts. Mais bon, c'est pas une radio simple. Sur la radio simple, on n'a pas toutes ces subtilités. Alors, Nicolas, tu es d'accord qu'il faut de toute façon le scanner et même le scanner 3D. Est-ce que la classification de NIR est finalement la mieux pour avoir un élément pronostic de ces fractures? On voit les déplacements, mais on n'a pas trop le pronostic finalement. Ouais, alors sur la première, oui, le scanner, à mon avis, est indispensable. De toute manière, aujourd'hui, on peut pas s'en affranchir. Ça permet de comprendre parfaitement. On peut même pousser à l'avenir vers il y a des modèles, c'est très intéressant, d'IA de réduction des fragments qui nous permettraient de mieux comprendre les manœuvres à faire pour réduire les fragments de ces fractures complexes. Dans le cas d'une ostéosynthèse, forcément, il y a des modèles prédictifs qui sont en train de se développer. Et puis, oui, c'est sûr que le pronostic n'est
à mon avis, qu'approcher au travers de ces classifications. Sur le plan de la vascularisation, c'est certain, mais également sur le plan fonctionnel, parce que de temps en temps, même si statistiquement, évidemment, mieux sont réduits les tubérosités, meilleur sera le pronostic. On a parfois quand même des surprises malgré tout. Et puis, le dernier élément, c'est que le scanner nous permet également d'évaluer autant que faire se peut, la qualité osseuse. Et de temps en temps, on voit des véritables coques vides où l'on imagine bien ou des tubérosités très porotiques où on imagine bien qu'on aura beaucoup de mal à faire tenir du matériel de synthèse. OK. Les vols par rapport à ta classification, est-ce que justement ça te guide tes indications, je suppose? Alors, Oui. Oui, sur un type 0, par exemple, qu'est-ce que tu proposes? Alors, moi, si tu veux, Alors, si je tourne la question différemment par rapport à ton expérience sur Bilboquet, tu réserves le Bilboquet à quel type de fracture? Alors, je vais te la faire historique, c'est-à-dire moi, j'étais à l'Hôtel Dieu pendant 10 ans et j'avais des personnes âgées. Donc, sur les personnes âgées, avec les plaques et les clous, je m'en sortais pas. Et pourtant, j'en faisais un paquet. Mais vraiment, je me disais, je perds du temps, ces trucs, ça tient pas. Donc, j'étais très malheureux. Et c'est pour ça que j'en suis venu à cet agrafe sur lequel on peut pousser sans que ça travaille la tête. Et j'étais tellement content au début que d'abord, je passais plus des heures à essayer de mettre une plaque sur des os porotiques. La plaque sur des jeunes avec des os solides, ça va. Mais sur des personnes âgées, j'étais tellement content du bilboquet que j'ai poussé les indications et j'ai opéré tout. Tout. Et je peux te dire, peut-être pas les 2 fragments quand même, parce que les 2 fragments, non. Mais c'est les 3, les 4, et même les luxations au début. Au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait quand même pas pousser le bouchon. J'ai fait marche arrière et avec le temps, j'ai ramené les indications aux 3 fragments de NIR et les 4 fragments de NIR qui ne paraissaient pas luxés ou pas trop méchantes, mais j'avais pas vraiment de critères. C'est beaucoup plus tard, quand j'ai eu des reculs et que j'ai analysé sur les scanners 3D, que j'ai compris l'importance que Hertel avait dit. Il appelait ça l'éperon, mais c'est l'extension du l'écran, l'importance de cette partie postéro-interne. Et là, je me suis dit, ah, quand même, là, il y a un critère vraiment, mais là, je prêche pour ma paroisse. Bien entendu, c'est mon expérience du bilboquet, c'est-à-dire la tête, moi, je la malmène pas. Je travaille sur la diaphyse, je mets mon cric dans la diaphyse, et une fois que j'ai placé mon cric, la tête, je la ressoulève, mais je ne suis pas sûr, parce que j'ai vu des publications américaines, que les jeunes gens qui essayent désespérément, avec une plaque vissée et des vis, d'essayer de stabiliser une fracture complexe à 4 fragments, ils s'en sortent pas. C'est pour ça qu'ils finissent par mettre des prothèses inversées. C'est parce que, objectivement, avec une plaque vissée, c'est l'enfer sur l'os porotique. Alors, ils malmènent la tête, ils finissent par avoir des nécroses, mais si vraiment, parce qu'il n'y a pas que moi qui avait Reich, quand il avait son système là, à minima, lui aussi, il a dit que si on y va doucement, ça nécrose pas forcément, mais il n'avait pas tout à fait les critères. Bon, là, moi, premièrement, il faut des critères et deuxièmement, il faut aussi une synthèse qui ne malmène pas la tête. Et bien entendu, cette classification ne marche pas quand il y a une luxation, parce que quand il y a une luxation, les fragments sont déplacés, la vascularisation est compromise. Voilà. Dans le type 0, maintenant, qu'est-ce que tu proposes? Alors, dans le type 0, alors moi, deuxième avantage de revoir les patients à long terme, ce que j'ai compris avec le bilboquet, c'est que j'avais tout le temps des tubérosités qui consolidaient. Même dans un premier temps, la tubérosité et la tête consolidée, et quelques mois après, la tête nécrosée, quand j'avais poussé le bouchon. Mais la tubérosité était toujours solide, contrairement à ce que dit Boileau dans ses trucs en disant la tubérosité. Pas vrai, tu mets les tubérosités contre la tête, elles consolident tout le temps quand elles sont bien ficelées. Et donc, je me suis dit, bon, ce qui est bon, c'est d'avoir les tubérosités contre la tête. Et je ne savais pas comment m'en sortir. Et un jour, je me suis dit, c'est tout con, je vais prendre une cupule prothétique creuse et je vais mettre la tête dedans. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Quand la tête est vraiment perdu ses attaches, que la coiffe est bonne, bien entendu, il faut une coiffe fonctionnelle, je prends ma cupule,
J'inclus la tête dedans et je fais une prothèse composite, c'est-à-dire ces cupules métalliques avec inclusion de l'autogreffe céphalique. Et donc, j'ai ma prothèse avec des tubérosités qui ont, dans ma publication d'il y a 3 ans, j'ai 95 ou 90% de consolidation des tubérosités. Mais l'idée, c'était de lasser les tubérosités contre la tête que j'ai inclus dans la cupule. Voilà. Oui. Bien entendu, il y a des fois où la coiffe est trop mauvaise et à ce moment-là, va pour la prothèse inversée. D'accord. Mais en fait, tu pousses quand même l'indication Ouais. de Prothèse humérale. conservateur quelque Absolument. part. Oui. Absolument. OK. Merci. Si tu veux te Oui, libérer. là, je vais vous abandonner. Mais Oui. ce que je voudrais vous dire, parce que je vous connais depuis assez longtemps maintenant, arrêtez de prendre mon discours comme argent comptant. Quand vous avez un cas, appelez-moi, on en fait un ensemble et vous verrez. Parce que ça, c'est vrai que c'est bien joli les présentations, mais si vous avez un cas, appelez-moi, moi je viens, on le fait ensemble et comme ça, vous pourrez vous rendre compte vous-même de la manière assez simple de traiter des fractures assez embêtantes dans l'ensemble. Allez, je vous quitte et j'espère qu'on se reverra plus tranquillement. Au revoir. Merci Philippe. Et Merci. merci, Au merci, revoir. merci. Pierre, tu as des questions écrites, je peux te les lire. Oui, on va y arriver. On va y D'accord. arriver à Tu tout as vu, ça. tu sais les ouvrir, tu le fais. Oui, oui, oui. Donc, dans les différentes possibilités thérapeutiques, Nicolas nous a bien montré ce qui était possible, traitement conservateur, ostéosynthèse, émis et inversé. Donc, chacune a plus ou moins ses indications. Une question concernant le traitement conservateur, parce qu'il y a traitement conservateur et traitement conservateur. Donc, Nicolas, quand tu parles de traitement conservateur d'une fracture non déplacée ou peu déplacée, c'est quel type d'immobilisation? Est-ce qu'il y a un type d'immobilisation spécifique? Rotation interne, rotation neutre, rotation externe? Et quels sont tes éléments qui vont modifier le type d'immobilisation, justement? Alors oui, j'essaie de favoriser, je sais que ce n'est pas très socialement accepté, les immobilisations en rotation neutre pour justement éviter notamment dans les fractures, je parle notamment des fractures du col chirurgical peu déplacées pour éviter les calvitieux rotatoires. Mais c'est aussi utile pour les fractures du tubercule majeur, puisqu'on sait que le tubercule majeur va probablement, s'il se déplace, se déplacer en arrière, tracté par la coiffe postérieure. Donc, le fait d'amener l'épaule en rotation neutre va finalement rapprocher la tête de l'humérus de son fragment, du fragment de tubercule majeur. En général, ce type d'immobilisation, au bout de 3 semaines, on pourrait presque s'en sevrer définitivement parce que, comme je le disais tout à l'heure, on a très rapidement à l'humérus proximal un cal fibreux qui se met en place. Et pour en avoir opéré à 3 semaines, eh bien, on retrouve bien sûr le foyer de fracture, mais ce que je veux dire, c'est très rapidement, on voit que mécaniquement, ce cal fibreux a une qualité qui permet de mobiliser les patients très vite. Donc, je crois qu'une fracture traitée de manière conservatrice, au-delà de 3 semaines d'immobilisation, doit pouvoir commencer les soins de rééducation. Alors, Donc, c'est j'ai une petite intéressant. question qui a un rapport avec ça. Ça gêne beaucoup d'avoir un calvitie en rotation interne, puisque tu as dit que c'est la complication du traitement orthopédique. Et ma deuxième question, c'est comment tu fais pour ne pas avoir de calvitieux en rotation interne quand tu mets un clou? Alors, pour répondre à la première question, oui, c'est gênant parce que c'est des patients qui, en général, vont perdre potentiellement de la rotation externe puisqu'ils sont en rotation interne et que quand ils vont amener en rotation externe, ils vont rapidement bloquer en rotation externe parce que la tête elle-même est bute. Donc, s'ils perdent de la rotation externe, ils perdent de l'élévation antérieure puisqu'il y a un mouvement combiné pour avoir l'élévation antérieure de rotation externe. Donc, je pense que oui, c'est un petit peu gênant d'avoir ce calvitieux. Et deuxièmement, eh bien, en général, les clous, sur les clous, maintenant, il y a des viseurs qui donnent une rotation moyenne par patient, qui évite en tout cas de fixer en rotation interne. Il y a des viseurs qui donnent en général, je pense qu'ils doivent être à 15 ou 20 degrés de rotation externe pour vraiment aligner sur l'avant-bras le clou et qui donne à peu près cet axe-là.
Oui, donc tu soulignes là le problème de la technique chirurgicale. Et c'est vrai que quel que soit le matériel, notamment l'ostéosynthèse, on verra les prothèses après, mais les plaques ou les clous, tu as montré en effet sur les plaques des problèmes techniques évidents. Plaques trop hautes, plaques avec des vis qui ne sont pas divergentes. Euh, donc, est-ce que le clou, c'est pareil, le problème de réduction, ce que disait Philippe, bien réduire une tête humérale qui est partie et qui est en rotation avec un clou, c'est pas si simple. J'en ai vu encore une tout à l'heure à la consultation qui était consolidée en bascule postérieure. C'est presque à l'arrière du clou, quoi. Donc la question, c'est est-ce que la voie d'abord est importante, que ce soit pour la synthèse par plaque ou clou? Est-ce qu'une voie supérieure permet de plus facilement réduire la tête et les tubérosités qu'une voie deltopectorale ou vice-versa? Quel est ton point de vue là-dessus? Mon point de vue est le suivant, c'est-à-dire que dès l'instant qu'il n'y a pas de fracture-luxation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manœuvre de réduction d'une tête luxée, bien souvent en antérieur, je favorise la voie supérieure, en particulier pour les clous. Les plaques, on peut faire ce qu'ils appellent des MIPO, c'est-à-dire des voies supérieures pour réduire les tubérosités, puis laisser un petit pont indépendant faire une contre-incision pour mettre les vis diaphysaires. Donc, c'est possible par voie supérieure de mettre une plaque d'ostéosynthèse. En revanche, dès l'instant qu'il y a une luxation antérieure, je préfère contrôler ma réduction par une voie deltopectorale. Et donc, à ce moment-là, je suis en voie deltopectorale. Et c'est vrai qu'en voie deltopectorale, c'est un peu la voie la plus simple pour mettre en place des plaques d'ostéosynthèse. Voilà. Donc, je favorise au maximum la voie supérieure, sauf dans les luxations, où si je pars d'emblée sur l'idée de mettre une ostéosynthèse par plaque, et à ce moment-là, je vais aller en voie deltopectorale. Je rebondis sur une question que j'ai vue apparaître, mais tu l'as vu Oui, aussi peut-être, oui. Pierre. Comment on réduit le tubercule majeur? Je crois que c'est ça. En fait, il faut réduire pas à pas. Alors, ce que Pierre m'a appris initialement et que tous les traumatologues savent, c'est qu'il faut passer des fils d'ostéosuture et de gros diamètres, hein, des gros fils du gros fil à la jonction de tendons os de chaque fragment. Et une fois que vous avez repéré vos tubérosités, vous allez pouvoir les manipuler. Et vous allez aussi utiliser ce fil en fin d'intervention pour faire une ostéosuture, c'est-à-dire de fixer ces tubérosités sur le matériel. Alors, si c'est une plaque, c'est facile, il y a des trous directement. Si c'est un clou, parfois il y a des clous qui sont un peu spécifiques où on peut fixer sur le clou, enfin sur les vis de clou. Ou alors, vous faites des perforations dans la diaphyse un peu plus bas pour passer ces fils d'ostéosuture. Donc, le premier temps de la chirurgie, c'est d'identifier ces fragments, les monter sur fil à la jonction de tendon-os. Et j'insiste sur ça parce que c'est une jonction en général qui est résistante. Et si vous avez un patient ostéoporotique, vous passez en transosseux, vous allez fragmenter l'os, mais vous n'allez jamais avoir une tenue dans vos ostéosutures. Et donc, à l'horizontale, on passe ces ostéosutures et on réduit finalement en manipulant les différentes ostéosutures. Oui, en général, c'est du fil non résorbable de taille 5, quoi. Donc, c'est du gros fil. Oui, oui, pour revenir au MIPO dont tu parlais, cette voie mini-invasive, il faut faire attention quand même au nerf axillaire, parce que bien sûr, sur les orifices bas de la plaque, on se retrouve à peu près dans la projection du nerf axillaire qui passe dans la face profonde du deltoïde. Donc, attention pour les plaques par voie supérieure, quoi. Qu'est-ce que j'avais comme question encore? Ah oui, on a évoqué le problème d'ostéoporose et de la tenue des vis dans les plaques notamment. Donc, il est important d'avoir déjà des plaques divergentes, des vis divergentes dans la tête, un soutien au niveau du calcaire. Il y a des vis exprès obliques là, qui viennent soutenir le calcaire. Et j'ai siégé à la fin du mois de septembre à Madrid à une thèse où ils utilisaient du ciment à l'intérieur des vis, du ciment hydroxyapatite qu'ils injectaient donc à l'intérieur des vis, qui semblait en tout cas donner une tenue plus importante que les vis sans ciment pour une étude comparative. Bon, ça c'est un peu la parenthèse, mais en effet, il y a des artifices pour augmenter la tenue des vis. Quant aux prothèses, qui est finalement l'autre possibilité, la question, quand on lit ton topo, c'est y a-t-il encore une place pour les hémiarthroplasties? Ça,
on l'a beaucoup évoqué dans les congrès, mais c'est vrai qu'entre l'amélioration des ostéosynthèses et des techniques d'ostéosynthèse et la prothèse inversée, finalement, la place de l'hémiarthroplastie semble réduite. Ouais. Elle se réduit à l'évidence, exactement pour les arguments que tu viens de décrire, Pierre, mais elle se réduit aussi d'une deuxième manière. C'est que pour moi, c'est une hémiarthroplastie pour fracture, c'est extrêmement difficile à faire. Et moins on en fait, moins on se sent à l'aise pour en faire. Donc, en fait, indirectement, le chirurgien va pousser l'indication d'ostéosynthèse et basculera rapidement sur les… Et dans le temps et dans l'avenir, probablement, je me pose la question de savoir si les hémiarthroplasties auront encore une place dans l'avenir. Nous, je vois au bloc opératoire, on en a gardé on a gardé un exemplaire, une boîte. Je pense qu'elle sort une fois par an. Donc, on pousse énormément les ostéosynthèses de par la qualité des ostéosynthèses qui nous sont proposées. Et puis, à l'inverse, dès que celle-ci n'est pas possible, et notamment en fonction des critères d'âge, on bascule sur des prothèses inversées. Ouais. Et justement, pour les prothèses, tu as parlé du problème de consolidation des tubérosités. C'est pareil pour les inversés d'ailleurs. Est-ce qu'il est nécessaire, même si je connais la réponse, d'avoir une prothèse spécifique pour les fractures Alors, qui permettrait d'optimiser cette consolidation? oui, tout à fait. Alors, on a fait ce symposium en 2014 et on en a fait un second en 2016 ou 17, je pense, où on a uniquement inclus des patients avec des prothèses inversées pour fracture. Et on s'est aperçu effectivement, premièrement, que l'ostéosuture des tubérosités était significativement associée à une amélioration du résultat fonctionnel. Donc, il faut conserver et structurer les tubérosités et synthétiser les tubérosités autour de la prothèse inversée, non seulement parce qu'on améliore l'élévation antérieure, mais également la rotation externe, la prothèse, que l'implant et le modèle biomécanique ne favorisent pas en général avec on va dire spontanément, le modèle de prothèse étant pas favorable à la récupération de la rotation externe. Et deuxièmement, oui, on a aussi constaté que les tubérosités consolidaient mieux lorsqu'on avait des implants plutôt étroits où il y avait plus d'os que de métal. Donc, la réponse, elle est qu'il vaut mieux utiliser des implants dédiés aux fractures et il vaut mieux, de ce fait, suturer les tubérosités, y compris avec une prothèse inversée. Et dernière question, sur les voies d'abord des prothèses fractures, que ce soit émis ou inversées, est-ce que tu as le même raisonnement que pour les clous? C'est-à-dire Oui, préférer une voie supérieure, encore une fois, pour la réduction des tubérosités? oui, absolument. Et même si c'est une voie transdeltoïdienne qui pourrait potentiellement endommager le deltoïde, qui va être un des moteurs de la prothèse inversée, mais quoi qu'il en soit, je préfère effectivement m'appliquer sur et faciliter la réduction des tubérosités par une voie supérieure, la voie deltopectorale étant pour le coup uniquement réservée en cas de fracture et d'arthroplastie, d'indication d'arthroplastie aux fractures luxation, puisque par voie supérieure, en fait, on est très très mal pour récupérer la tête qui est luxée dans le creux axillaire. Et puis c'est dangereux parce qu'on le fait un petit peu à l'aveugle et de temps en temps, vous pincez plus que la tête. Et souvent, la tête est vraiment luxée dans le creux axillaire, mais elle est luxée dans le plexus brachial avec tous les éléments vasculo-nerveux autour, Proche des vaisseaux, oui, c'est ça. proche des vaisseaux. Très Vous bien. avez des Est-ce que vous questions? Il faut ouvrir vous votre avez des micro pour questions? poser Oui. les questions. Hmm. Sinon, on pourrait répondre à la question de Tani Amin Kazi qui dit, quand on a une fracture à 4 fragments et qu'on veut mettre un clou, comment on fait pour réduire les tubérosités? Il a répondu déjà, je pense. Oui, bon, Oui, c'est ça. Il faut y aller pas à pas, même avec un clou. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, c'est qu'avec une 4 fragments, il faut voir comment il faut bien réduire la tête, passer dans la tête et non pas dans le foyer de fracture. Parce qu'évidemment, on aura tendance à mettre le clou dans le foyer de fracture et donc on va avoir beaucoup de mal à ramener le tubercule majeur. Donc, il faut vraiment médialiser le point d'entrée dans la tête du clou. Donc, il faut qu'il rentre dans la tête cartilagineuse. Et là, vous aurez de quoi fermer les tubérosités autour de votre tête. Il y a une autre question concernant le degré d'urgence quand on a une fracture complexe, qu'on est parti sur une prothèse, notamment chez le sujet âgé.
la question, tu la vois peut-être, faut-il la faire en urgence ou en différé? Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il faut. Ça peut tout à fait s'intégrer dans le cadre d'une chirurgie, on va dire, différée. Euh, Vous pouvez le faire dans les. Je dirais avant la troisième semaine, parce que à la troisième semaine, comme je vous disais, il y a du cal fibreux, alors c'est beaucoup moins simple. Je crois que dans les 10 jours, c'est l'idéal. Souvent, d'ailleurs, il y a une hémostase un petit peu spontanée qui s'est fait du foyer de fracture par thrombose. Donc, vous arrivez, ça saigne un petit peu moins. La fracture est encore bien facile à identifier. Vous avez eu le temps de l'intégrer dans votre programmé éventuellement avec le matériel adéquat que vous aurez demandé. Non, je crois qu'il n'y a aucune urgence à opérer une fracture de l'humérus proximal en dehors d'une fracture luxation avec lésion vasculo-nerveuse. Avec un examen clinique perturbé. Voilà. Oui, oui, et puis en plus, ça permet de préparer le patient, notamment s'il est âgé. Très D'autres bien. questions? Vous ouvrez votre micro et vous parlez. On a fait le tour. Ça a été très complet. C'était Hmm. très intéressant. Merci, hein. Ça me fait regretter d'être à la retraite. Il faut bien se rappeler là de cet arbre décisionnel que vous a montré Nicolas, là, qui permet de vraiment classer les indications. Bon, après, il faut maîtriser les techniques, c'est sûr, mais il faut le garder en tête parce que c'est les tiroirs qu'on doit ressortir au staff le matin. Bon, bien, merci pour ces belles Merci. conférences, ce débat intéressant. Je vous dis au revoir à tous et vous regardez le programme pour savoir quand est la prochaine réunion. J'espère que vous y serez. Ah, je l'ai là, c'est complications d'arthroscopie pédiatrique le 20 novembre. Franck Acabled qui nous parle depuis l'Australie. Non, non, il est rentré, hein. Il est rentré, ah bon. Il est rentré depuis fin août, là. Ça faisait mieux de dire depuis l'Australie. Peut-être Enfin, qu'il repartira d'ailleurs, mais pour l'instant, il est là. Ouais. alors, il y a une dernière question, je vois, Ah peut-être oui. y répondre. Il faut immobiliser combien de temps après chirurgie? Ah oui, Ça bah, dépend de la chirurgie. voilà. Bah, l'idée est toujours la même, pas plus de 3 semaines. En général, moi, je les revois aux alentours de 15 jours, 3 semaines. Ils arrivent avec l'immobilisation. Je leur dis, ça, c'est la dernière fois que je vous vois avec. Et on attaque ils ont attaqué la kiné avant, mais on va dire de la kiné principalement pendulaire. Parfois, c'est de l'autorééducation. Mais à partir de 3 semaines, plus d'immobilisation après une chirurgie de l'humérus proximal. Et bien évidemment, si vous avez une fracture simple avec un montage très stable, je parle par exemple d'une fracture du col chirurgical que vous avez encloué. Je donne un cas typique, déjà un patient jeune encloué par exemple en percutané. Enfin, vous avez tout. Ben, je crois que vous avez même peut-être pas besoin de l'immobiliser, peut-être un soutien à visée antalgique, mais très rapidement de la mobilisation, oui, plutôt. Juste une question d'ancien, l'embrochage type aquetal, ça ne se fait plus. Absolument pas, ça se fait encore. On ne faisait pas des acetals pour les fractures de l'humérus proximal, on faisait des Kapanji. Il y avait un petit Oui, exemple que je vous ai montré en rentrant les broches par le V par deltoïdien le un peu haut, plus oui. haut et plus divergent, comme un J'ai palmier. fait ça moi aussi. Hmm. Voilà, on en fait Ou une deux encore. fragments, ça peut se faire encore. Ah Peut-être oui, les oui. plus jeunes des chefs de clinique en ont pas fait, mais on en a fait encore il n'y a pas Ça a longtemps. marché. Alors, tout dépend de la qualité osseuse. On avait regardé tous nos dossiers et justement, c'était vraiment ça. C'est la qualité osseuse qui va déterminer la stabilité et, on va dire, l'efficacité de ce montage. Il faut se rappeler que dans l'article de Kapanji, ça a été décrit pour les jeunes adolescents quand même. Je crois que la série de Kapanji, c'était entre 17 et 22 ans. Enfin, c'était très Oui, jeune. oui, tout à fait. Ça n'est pas au-delà Pas de de mort. 30 ans dans Oui, oui, c'est l'article ça. Princeps que Hmm. j'ai lu. C'est Hmm. exactement ça. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci à tous et à la prochaine Super. fois. Au revoir. Bonne soirée.